Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand tu veux faire ton entreprise, ta façon de faire commence par ta comptabilité. Parce que c'est la base. En fait, c'est le langage de l'entreprise. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas espérer aller à la banque qu'on te donne un crédit. Parce que tu n'en as pas. On ne peut pas nier le fait que les gens ne sont pas suffisamment informés. Et parce que les gens ne sont pas informés, on ne sait pas comment les orienter pour être formés. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois, je le partage ici dans NNP, qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois un innovateur? Il faut te poser des questions que les autres ne posent pas. Voilà. Et ça, lui, je te dis, c'est très, très difficile à réfléchir de cette façon. Très difficile. Parce que plus tu as ces questions-là, ou cette question-là, mieux tu vas réfléchir. Bienvenue encore une fois sur le NNP Podcast. C'est une nouvelle semaine qui commence, c'est une nouvelle saison de personnalités incroyables que vous aurez à suivre dans cette nouvelle saison. On en a fait tellement que je ne sais même plus on est à quelle saison. Donc aujourd'hui, on a eu la chance, les privilèges. Moi, j'appelle toujours ça privilège, avoir des gens qui viennent partager ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir M. Butoto Mahinduzi, avec qui on a eu vraiment échangé sur ce que c'est, ce que peut être NNP, parce que tout simplement, j'avais trouvé en lui quelque chose d'assez particulier. Dans la réflexion de ce que peut être l'entrepreneuriat au Congo. Et c'est dans ce sens-là qu'on a eu à développer nos conversations jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il fait partie intégrante des NNP, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Bon, je ne devais pas l'annoncer comme ça, mais non. Et aujourd'hui, avec Butoto, nous allons parler de l'entrepreneuriat, de pourquoi les gens n'arrivent pas à percer malgré les efforts, malgré les opportunités que nous avons au Congo. Mais peut-être avant de parler de tout ça, je vais laisser Butoto faire cette présentation qui les convient le mieux. J'imagine qu'il est beaucoup que je ne peux en dire. Karibu Butoto. Asante, comme vous l'aviez dit, je m'appelle Butoto, comme tu l'as dit Ali, je m'appelle Butoto Mahinduzi. Et je suis père d'une fille et marié à cette femme. Et depuis 2015 ou 2014, j'ai eu la chance ou l'opportunité de commencer à travailler avec les entrepreneurs, si je peux le dire ainsi. Et à Beni, on a été aussi toute la partie Grand Nord. Et à partir de 2020, je suis venu ici, j'ai commencé ici à Goma. Mais dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité d'investir dans une dizaine ou douzaine d'entreprises. Et j'ai appris. De toute façon, tout n'a pas été rose. J'ai perdu également un peu de fonds que j'avais. Mais ça a été une très belle expérience. Je vais répéter cette expérience, refaire encore d'une façon différente. Je suis content d'être ici parce qu'on va parler de cette différence en fait. Voilà. Wow. C'est juste incroyable de voir que des fois il faut accepter de perdre. Parfois. Pour apprendre. Parfois. Alors, peux-tu nous parler de ces premiers pas dans l'entrepreneuriat? Comment cela est venu et comment vous êtes retrouvés dans cette aventure? Moi, en fait, quand j'étais étudiant à l'université à Beni. Et je faisais 2011, j'ai commencé, je suis parti à l'université et je faisais gestion financière. C'était un hasard parce qu'en grandissant, j'avais toujours envie de faire les relations internationales. À un moment donné, lorsque j'ai eu mon diplôme, j'ai posé des questions aux gens qui étaient à Lubumbashi parce que je voulais y aller.
Et ils m'ont fait comprendre qu'il y avait beaucoup de gens à l'auditoire. Alors, lorsque j'ai appris, venant d'une école là où on avait peut-être, on était au nombre de 17 en 6e, je me suis dit non, je ne saurais pas être dans un cadre où on a 1500, 1000 étudiants. Alors, je suis parti de chez moi à Bukavu en sachant que je pars, je crois que c'était une université catholique à Butembo. Et en route ou dans des conversations avec un ami, il m'a dit non, il faudrait aller à Beni voir ce qu'il y a là-bas. Il y a une université bilingue. Ça m'a beaucoup intéressé et je suis parti par là. Je suis parti là-bas. Et en essentiel, parce que j'étais parti faire, je me suis retrouvé en train de faire les sciences économiques. Et au départ, j'étais juste comme tout étudiant. J'avais vu que j'ai commencé à faire mieux sur le plan académiquement parlant. Alors, et la deuxième année, je me disais que ça ne pouvait pas être juste un hasard. Il y a quelque chose, je dois faire quelque chose avec cette science. Et heureusement, l'université était aussi très intéressante avec des gens qui étaient aussi bons et beaux. Alors, on a eu l'opportunité de commencer juste un projet des étudiants dont les gens autour de l'université. Parce que l'université était un tout petit peu loin de la ville. Donc, on a eu l'opportunité de commencer à appliquer ce qu'on apprenait. Et enseigner aux gens comment tout ce qu'ils pouvaient. Parce que j'avais remarqué qu'autour à l'université, les gens qui vivaient un peu à côté, ils étaient dans des situations de précarité trop avancées. Alors, on a commencé à les enseigner comment est-ce qu'ils pouvaient faire le business, ils pouvaient vendre leurs produits champêtres, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Et en étudiant, je faisais la même chose. Je partais chaque semaine, j'enseigne aux gens comment est-ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent élever quelques animaux et les vendre et payer les frais scolaires pour leurs enfants. Et c'était parti comme ça. Et les gens ont commencé et nous, on a continué l'université. En finissant la dernière année, lorsque j'étais encore à l'université, j'avais trouvé un ami qui était assez intéressant et qui m'a beaucoup poussé. Il m'a dit, mais comme tu as eu cette idée, comme ensemble avec vos amis, vous avez cette conception, on peut travailler ensemble pour que vous alliez loin. Voilà. On a commencé le projet, l'initiative, et après mes études, je continuais comme ça. C'était mon travail, c'était devenu mon travail en fait. Mon premier travail après l'université, on a travaillé comme ça. Et mon travail, c'était de pouvoir enseigner aux gens comment faire le business et comment avancer de cette façon-là. Bien sûr, moi aussi, j'apprenais. Voilà. Et on avait des amis qui pouvaient nous soutenir. Et chaque semaine, je faisais ce travail. Et chaque mois, on finançait de gens. Donc, on faisait la formation en entrepreneuriat, en tout cas au niveau vraiment minimum. On faisait aussi le mentorat et on donnait le subvention pour commencer le business. Et après ça, c'était comme ça, c'est parti par là. De 2015 à 2017, je fais ce métier, je fais ce travail. Et à un moment donné, on se dit comment est-ce qu'on pouvait encore aller plus loin. Voilà, c'est en ce moment-là que, avec cet ami-là et une autre amie on a commencé on peut l'appeler aujourd'hui incubateur, mais à l'époque, nous, on l'appelait accélérateur d'entreprise. Donc, où on faisait 4 choses. On donnait on avait construit un coworking space. Il y avait aussi, toujours à Beni, coworking space. On avait formation en entrepreneuriat chaque vendredi, 16h 15h à 17h, formation en entrepreneuriat. Il y avait également le mentorat. On avait des mentors qui étaient au Congo et des mentors qui étaient à l'extérieur du pays. Et la 4e partie, quatrième activité, c'était le financement. On donnait jusqu'à peu près 15 000 dollars par entreprise. On a eu à travailler avec notre première classe ou première cohorte. On avait à peu près 9 entreprises. Et notre première cohorte, on avait à peu près 9 entreprises. Deuxième cohorte, on avait 3 entreprises. Donc, et au total, c'était 11 entreprises. Après ça,
j'ai quitté la boîte, je suis parti continuer mes études. Mais c'est comme ça qu'on a commencé. Voilà. Est-ce que tu sais savoir quels sont devenus ce 15, 9 Il y avait 11. Voilà. Lorsque j'étais là, une entreprise est tombée en faillite. Donc, lorsque j'étais encore là. Après, lorsque une autre entreprise est tombée en faillite, mais jusque-là, les autres. Il y a 3 autres qui ne marchaient pas très bien. Mais 6, 7, en tout cas, elles continuent. Et toutes nos entreprises actuellement, c'est plus de à peu près même 200 employés ou au-delà. Wow. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Wow. Yeah. C'est juste incroyable. Je crois qu'on va revenir sur cette façon de faire, là, peut-être plus tard. C'est de cette histoire, j'imagine que c'est de cet esprit que vous avez créé Kilalo. Exact. Votre structure d'accompagnement des entrepreneurs. Exact. Parle-nous un peu de ça, comment cela est venu. Donc, avec l'expérience que j'avais eue, j'avais en fait compris que lorsque j'étais quelque part, je parlais en fait des entrepreneurs, je parlais de l'entrepreneuriat au Congo et le gens me disaient, mais ok, on a entendu, comment est-ce qu'on pouvait trouver ces gens? Alors, pour la plupart des cas, c'était Facebook. J'envoyais de liens Facebook. Alors, mais dans un monde professionnel, j'aurais aimé envoyer le site web, mais il n'y en avait pas. Voilà. Et donc, ça, c'était une partie. L'autre partie, c'était, on parlait de ces entreprises et c'était trop intéressant. Les gens qui étaient intéressés, premièrement, ils ne savaient pas où aller trouver ces gens. Deuxièmement, quelqu'un me disait, ok, je vais maintenant voir la comptabilité de ces entreprises. Voilà. Et il n'y en avait pas. C'était très difficile. Ou les entreprises dans lesquelles il y avait la comptabilité, c'était manuel. C'était pas vraiment, je dirais, présentable. Voilà. Mais aussi, lorsque on était en train d'investir, il y a des anecdotes. Quelqu'un venait, par exemple, nous dire, je présente ma société qui s'appelle, par exemple, Wasafi, ou ma société qui s'appelle NNP, par exemple. Je ne vais pas dire que ça, c'est l'exemple de NNP. Et on dit, OK, on va investir, par exemple, $10,000 sur base des informations que l'entrepreneur nous a données. Et après un moment donné, on investit, même après 3 ou 4 mois après investissement, l'entrepreneur va venir, va nous dire non, la chaise là que j'avais mis comme actif de la société, ça n'appartient pas à la société, c'est une chaise privée en fait. Voilà. Alors, tout ça, c'est ce qui m'avait poussé vraiment à commencer Kilalo. Et au lieu de faire un incubateur ou un accélérateur, moi je considère Kilalo comme un studio d'entreprise ou un studio de création d'entreprise. Alors, la différence est que dans un incubateur, lorsque vous partez dans un incubateur, on vous montre quoi faire. Voilà. Dans un accélérateur, donc vous avez déjà atteint un certain niveau, voilà, on vous montre quoi faire, on vous donne aussi l'argent. Voilà. Un studio, on vous donne tout. Voilà. On vous donne et l'argent, on vous donne et la place pour travailler, on vous donne et le personnel pour vous soutenir afin de faire votre travail. Donc l'idée de Kilalo, c'est vraiment aider nos entrepreneurs ici, partout ailleurs, à se professionnaliser. Voilà. C'est vraiment ça l'idée de Kilalo, à faire en sorte que les opérations soient efficientes. Voilà, les opérations soient efficientes. La façon de faire, la façon de concevoir, la façon d'embaucher par exemple les gens, la façon de faire le marketing, la façon que tout soit uniformisé, que tout soit standardisé. Voilà, c'est un peu ça. C'est trop cool. Et en tout cas, dans les dernières années, bien sûr, avec l'évolution de la technologie et tout ça, on sent qu'il y a cet engouement de la jeunesse à entreprendre, à créer des entreprises. Selon toi, personnellement, tu penses qu'est-ce qui motive les jeunes Congolais à entrer dans cette optique de voir les choses ou de commencer à entreprendre?
Voilà, est-ce que je saurais répondre à cette question vraiment? Qu'est-ce qui pousse les gens à pouvoir entreprendre? Étant jeune Congolais aussi, étant peut-être quelqu'un qui vit le contexte actuel et tout, quelles sont les différentes... Je peux dire, quelles sont les différentes raisons qui poussent les jeunes à entreprendre? Surtout les jeunes que tu as eu à rencontrer. Bon, peut-être pour être beaucoup plus précis. Voilà. Ça va peut-être... je ne sais pas, mais je pense que ce qui pousse les gens à entreprendre, c'est les hasards. Beaucoup pensent que, bon, je vais faire quelque chose, voilà, et en le faisant, je vais avancer. Mais beaucoup de gens font exactement la même chose, mais n'avancent pas. Donc, ce qui pousse les gens, mon exemple, ce sont deux gens, voilà, les gens avec qui j'étais, les idées que j'avais, voilà. C'est ce qui fait avancer en fait. Pour moi, je dirais ce sont des circonstances de la vie. Ce sont des circonstances de la vie. Parce que ceux qui ont commencé aussi, ils voulaient... Généralement, nous, ici, on ne commence pas pour dire « je vais résoudre tel problème ». Je vais résoudre tel problème. Si on va résoudre tel problème, ce n'est pas un problème orienté vers la communauté, mais c'est un problème privé. Voilà. Je voulais avancer, je voulais payer mes études. Pour la plupart, je voulais payer mes études ou, en tout cas, le chômage, je vais essayer. Voilà. Ce sont des essais qui font avancer les gens, ici. Voilà. Et partout ailleurs. Ce sont des essais. Et dans ces essais, maintenant, ce sont les circonstances. Voilà. Ce sont deux gens qu'on a à raconter. Ce sont des idées qu'on a à croiser. Et voilà. C'est ce que je dirais. Voilà. D'autres veulent construire des maisons, d'autres veulent s'acheter des véhicules. En tout cas, je n'ai jamais vu un entrepreneur qui a commencé, qui a dit « parce que je vais construire une maison ». En tout cas, peut-être les autres, la circonstance maintenant de la vie fait en sorte que vous puissiez construire la maison. Mais ce n'est pas vraiment l'idée. Peut-être les autres ont ça comme idée. Mais je ne les ai jamais vus. Voilà. Les gens que je connais, c'est quelqu'un qui était dans la communauté et qui voyait, c'est peut-être la seule personne que moi je connais, qui est partie sur base d'une problématique qui était dans la communauté. Par exemple, il se disait, on n'a pas d'électricité dans notre quartier, comment est-ce que je peux commencer? Voilà. Il a acheté à Beni ou Gano, on les appelle les Jankfa, donc le grand groupe électrogène. Et il a commencé comme ça, il est parti comme ça, il est grand aujourd'hui. Voilà. Je dirais c'est le hasard et des circonstances de la vie. Voilà. Ok. Donc, si je comprends bien dans ce que tu viens de dire, peu sont ceux qui créent des entreprises pour résoudre des problèmes dans leur propre communauté. Plus sont ceux qui créent des entreprises pour résoudre leurs problèmes personnels. Ce n'est pas mauvais. Parce que ton problème personnel, c'est peut-être aussi le problème de ta communauté. Oui. Et moi, j'ai toujours dit, c'est la bonne façon de faire le business. C'est la bonne façon de commencer une entreprise. C'est de se dire, quel est mon problème maintenant? Ou si je commençais cette idée, si je commençais cette entreprise maintenant, est-ce que je peux payer pour ce service? Moi-même, est-ce que je peux payer? Voilà. Si tu peux payer pour ce service, c'est un bon business. Voilà. Ce que tu as mais après, tu ne peux même pas porter ce que tu as produit. Voilà. Donc, moi, je me dis, OK, si je crée, par exemple, je vais créer un restaurant. Voilà. Est-ce que je peux manger ce qui se vend dans ces restaurants? Voilà. Parce que si je n'ai pas de clients, je peux être mon propre client. Ce n'est pas aussi mauvais. Donc, c'est un peu ça. Alors, Bototo, quand tu regardes un peu l'écosystème congolais, quels sont les signaux que tu observes ou qui te dit, bon, voilà, on est dans les bons au Congo? Donc, quels sont les signaux positifs que tu observes? On doit être dans le bon. On doit être dans le bon. Parce que la roue est en train de tourner. Et elle tourne pour tout le monde. Donc, tout le peuple du monde maintenant, toutes les nations du monde, les roues est en train de tourner. Et nous sommes dans une même roue. Et on tourne. Donc, si nous ne voulons pas tourner, que nous voulions ou pas, nous le voulions ou pas, nous allons toujours tourner.
parce que les autres tournent. Et nous sommes sur une même tour. Lorsqu'on voit l'écosystème congolais, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Voilà. Et là où nous sommes, on a déjà fait grand-chose. Voilà. On a déjà fait grand-chose. Mais on peut faire mieux. Voilà. On peut faire mieux. Parce qu'il y a des gens qui sont déterminés et qui veulent le faire. Côté individuel, donc individuellement, on veut faire mieux. Chaque jeune est en train d'aspirer à être quelqu'un ou à faire quelque chose. Voilà. Sur le plan du pays, il y a aussi des signaux. Il y a aussi des signaux. Les lois sont en train d'être adoptées. Voilà. Il suffit que nous puissions les appliquer. Et au XXIe siècle, j'ai toujours dit, l'application de lois sera très simple. Très simple. Très simple. Parce que le digital est en train d'avancer. La digitalisation du pays fera en sorte que le pays puisse avancer très rapidement. Très rapidement. Il ne suffit, au XXIe siècle, il ne suffit plus de commencer par l'agriculture pour être développé. Non, non. On peut commencer n'importe où à cause de la technologie, aller très vite. Donc, c'est une question de temps. Voilà. L'écosystème dans notre pays est fait pour la plupart, par des gens qui n'ont pas encore assez d'expérience. Mais cela se justifie parce que le système en soi est encore nouveau. Voilà. Donc, les gens sont novices parce que le système est nouveau. Mais les gens sont en train de s'habituer et d'avancer. Et ça va aller trop vite. Voilà. Mais n'est-ce pas un défi d'avoir un système avec des gens qui n'ont pas d'expérience? C'est un défi, en même temps, c'est une opportunité. C'est un défi parce que les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est une opportunité parce que les gens peuvent aller très loin et plus vite. Lorsqu'ils seront vus par les gens qui n'ont pas d'expérience, les gens qui ont de l'expérience, ils vont leur dire, mais comment est-ce que vous avez fait ça? C'est impossible. Et parce qu'ils ne le savaient pas, ils vont aller... par exemple, je ne suis pas développeur. Voilà. Mais je m'entourais par les développeurs. Une équipe de gens qui ne sont pas des développeurs et une équipe de gens qui sont des développeurs, voici ce qui se passe. Dynamique de travail. Lorsque je viens, je te dis c'est possible. J'ai conçu, je pense qu'on va faire un tel système. Toi, technicien, tu vas me dire c'est impossible. Moi, je te dis que c'est possible parce que je ne sais pas ce que tu vas faire. Et c'est ce qui pousse le raisonnement, c'est ce qui pousse la réflexion. Par contre, si vous avez tous les techniciens dans une chambre ou dans une entreprise, lorsque quelqu'un vient avec, ils n'auront même pas l'opportunité d'avoir cette idée. Parce que pour eux, avant de commencer, ils vont se dire c'est déjà impossible. Mais quand tu n'es pas technicien, tu dis c'est possible. Ils sont techniciens, ils vont le faire. C'est ça en fait, l'avantage et le désavantage d'avoir des gens qui sont expérimentés, des gens qui ne sont pas expérimentés. Mais j'ai toujours dit, nous vivons au XXIe siècle. Tout est ouvert. Tu peux trouver tout partout. Partout. Il suffit juste d'aller et d'apprendre et tu vas aller. Voilà. Ok, Butoto. Est-ce que... Bon, je ne sais pas. Dans les quelques années vraiment passées au Congo, on a observé une sorte d'intérêt du gouvernement, de la communauté internationale sur les petites et moyennes entreprises. On a eu à avoir l'injection de suffisamment de fonds dans le secteur, des projets d'appui. Mais qu'est-ce qui explique l'échec de certains projets ou de plusieurs entreprises? On a vu par exemple le COPA qui a injecté suffisamment de fonds ici à Goma. Mais s'il faut voir le nombre des entreprises qui arrivent à tenir debout actuellement est vraiment insignifiant. Ça serait quoi les raisons? Ok. Il y a des choses. Premièrement, en général,
en Afrique, on ne reçoit pas suffisamment de fonds. Ça, c'est la réalité. Voilà. Par exemple, l'Afrique mobilise à peu près ou moins de fonds que l'État de New York en termes d'investissement. Voilà. Donc ça, c'est une chose. On ne reçoit pas suffisamment de fonds en Afrique, particulièrement en RDC. Et les fonds qui viennent en Afrique, 60, 70 ou 80% de ces fonds sont répartis entre 4 pays. Donc l'Égypte, ou l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Égypte reçoivent 80% de fonds d'investissement qui viennent en Afrique. C'est vrai? Oui. Alors, en Afrique centrale, la RDC a eu dans le passé à faire mieux. Mais cet argent est parti à peu près 4 ou 5 entreprises. Voilà. dont 4 sont à Goma, ou 3 sont à Goma. Et alors, donc, juste ça c'est une partie. Pour qu'on se dise qu'on ne reçoit pas suffisamment de fonds par rapport à notre population, par rapport à notre potentialité, par rapport à notre potentiel. Et maintenant, l'argent qui est venu au Congo, qu'on a eu le gouvernement avec COPA, qu'est-ce qui a fait en sorte que cet argent ne soit pas utilisé à bon escient? Parce qu'on connaît des gens qui ont reçu les fonds, mais bon, j'ai entendu que certains l'ont utilisé pour le mariage, d'autres l'ont utilisé pour de besoins personnels. C'est un système. C'est un système. Lorsque vous donnez à quelqu'un de l'argent, il faut aussi apprendre à la personne comment utiliser l'argent. Non pas seulement apprendre à la personne comment utiliser l'argent, lui donner les outils pour gérer son argent. Voilà. J'ai toujours dit, il ne faut pas enseigner aux gens à faire quelque chose. Il faut leur donner l'outil ou les outils pour faire ce que vous voulez qu'ils fassent. C'est ce que j'ai appris. Par exemple, si ceux qui ont donné l'argent de COPA se disaient, OK, si vous voulez utiliser l'argent qu'on vous a donné, voici la procédure à suivre. On met la procédure en ligne, les gens s'inscrivent en ligne. Il y a un système informatisé de gestion de l'argent, de ces fonds. Tout celui qui a reçu les fonds, il part en ligne, il s'identifie, il a les comptes et il utilise ces comptes pour la gestion de son entreprise. Voilà. Moi, je pense que ça ferait en sorte que l'argent soit maintenu, que l'argent puisse être utilisé localement et donner des emplois aux gens. Parce qu'on a besoin, on a besoin des emplois dans notre pays. Voilà. C'est un peu ça. Est-ce que ça rentre dans cette idée où tu as parlé de... On a un système, mais il y a une sorte d'incompétence ou manque d'information autour de ces systèmes-là. Est-ce qu'on a même un système? Je ne sais pas si on a un système. En tout cas, sur base de ma modeste connaissance, je ne sais pas si on a un système. Mais nous, au sein de Kilalo, on a créé notre système qui s'appelle Vision and Structure System, ou système de vision et structure. On l'appelle V2S. Et V2S permet à l'entrepreneur d'atteindre deux choses principales. Premièrement, c'est de savoir la direction. Et deuxièmement, c'est d'exécuter. La direction te montre là où tu vas aller. L'exécution t'amène là-bas. Après ça, pour aider l'entrepreneur à répondre, à avoir ces deux éléments qui sont les éléments les plus importants. Dans chaque entreprise, on a besoin de savoir des choses pour réussir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Et on le fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait et on le fait? Voilà. Après ça, on permet à l'entrepreneur de répondre à 3 questions. La première question, c'est qui suis-je? La deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais? La troisième question, c'est comment sais-je si je suis en train d'y arriver, si je suis en train d'y aller? Donc, la première question te donne la direction. La deuxième question te donne des outils pour pouvoir y aller. Et la troisième question te permet en fait de savoir est-ce que tu es en train de faire ce que tu voulais faire. Après, V2S est assis sur cet élément
ou cet outil. On les appelle les outils. Les outils, ce sont des templates ou de formats déjà très bien vérifiés. Et il y a cet outil. Donc, le premier outil, c'est le diagnostic. Ça fait le diagnostic de ton entreprise, l'évaluation de ton entreprise. Ça te permet de savoir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les priorités. Après ça, le deuxième outil, c'est le clarificateur de vision. Ça te permet d'y aller. Et le clarificateur de vision va te permettre de répondre à 8 questions. La première question, c'est quelles sont mes valeurs fondamentales? Les valeurs fondamentales, c'est ce qui définit qui tu es. Voilà. Et tu t'entoures avec les gens qui ont de valeurs. Voilà. Et tu embauches les gens, tu promets les gens et tu chasses les gens sur base de tes valeurs. La deuxième question, c'est quel est mon focus principal? Qu'est-ce que je fais? Et dans le focus principal, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est ta passion. Pourquoi tu te réveilles chaque matin et tu fais ce que tu fais? Là, c'est ta passion. Le deuxième élément dans le focus principal, c'est ce qu'on appelle ton expertise. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, pour NNP fait la production multimédia. NNP n'est pas dans la distribution, la vente d'eau. Non, c'est la production multimédia. Après cet élément, la troisième question à laquelle le clarificateur de vision te permet de répondre, c'est de savoir où est-ce que tu veux être dans 10 ans. C'est les caps. Tout le monde qui vient chez toi doit savoir où est-ce que tu es en train d'aller. Quel montant tu veux atteindre. Et après, quatrième question, c'est quelle est ta stratégie marketing? Pour moi, j'ai toujours dit la stratégie marketing ne doit pas prendre 1000 pages, 50 pages. Non, marketing doit répondre à 4 points importants. Le premier point, c'est quelle est la liste de tes clients? Tu me fais la liste de tes clients. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui te différencie des autres? 3 éléments. Troisième élément, c'est tu as déjà défini la liste de tes clients. Tu as déjà donné ce qui te différencie des autres. Tu dois dire comment est-ce qu'on te contacte, comment est-ce qu'on fait affaire avec toi. Et quatrième, pour finir, quelle est la garantie que tu donnes à tes gens? Parce que personne ne veut donner son argent. Mais quand tu lui donnes la garantie, tu lui dis, tu viens chez moi, à cette heure, si je ne suis pas à cette heure, je te remets ton argent, je fais ton service gratuitement. Lorsque nous partons dans des restaurants ici à Goma, où on te fait attendre autant de temps. Si un restaurant disait, on te fait attendre 10 minutes, après 10 minutes, tu as ta nourriture gratuitement. Les gens vont travailler. Les gens vont travailler. Donc, là, c'est la quatrième question que le clarificateur de vision te permet de répondre. La cinquième question, tu as déjà défini tes valeurs, tu as déjà défini ce que tu fais, tu as déjà défini là où tu veux être dans 10 ans, tu as déjà défini ta stratégie marketing. Cinquième question, tu dois définir quelle est l'image de cette entreprise en 3 ans. Et là, tu dois mettre ton revenu, profit, mais aussi cette image. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Après ça, la 6e question, c'est quels sont les objectifs de mon entreprise dans une année? Et après, où est-ce que je vais être les 90 prochains jours? Mes priorités des 90 prochains jours. Et après, tu as déjà défini cet élément. Il faut définir quels sont les problèmes de ton entreprise. Parce qu'il faut maintenant régler ce problème. Alors là, c'est le deuxième outil de V2S. Le troisième outil, donc, après avoir fait le diagnostic, après avoir fait le clarificateur de vision, le troisième outil, c'est le budget. Et le budget te permet de répondre qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je dépense. Voilà. Et le quatrième outil, c'est l'analyseur de l'équipe ou l'évaluateur de l'équipe. Parfois, les gens disent il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? L'homme qu'il faut, c'est l'homme qui a tes valeurs. À la place qu'il faut, c'est l'homme qui te donne le résultat. Par exemple, si tu as quelqu'un au service marketing, tu as défini tes valeurs. Par exemple, assiduité, la personne a ses valeurs. Et tu as dit à la personne, chaque semaine, tu dois m'apporter $50. Si la personne apporte $50, là, tu vas te dire,
tu as les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et VIT-OS te permet d'avoir effectivement les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le 5e outil de VIT-OS, c'est ce qu'on appelle l'identificateur des actifs. Donc, comme je t'avais dit, Ali, lorsque j'ai commencé à investir, les gens venaient. Tu sais, voici les éléments de mon entreprise, voici les actifs de mon entreprise, jeux de jeux, jeux de vidéo, jeux de télévision, jeux de lampes. Après avoir investi, la personne vient te dire non, ça m'appartenait, ça n'appartenait pas à mon entreprise. Donc, permettre à l'entrepreneur de dissocier ce qui lui appartient et ce qui appartient à la société. Parce que ceux qui ont fait le commercial, même à l'étude de sciences commerciales, aux humanités, ils savent. Moi, j'ai appris qu'il y a des principes en comptabilité et il y avait un principe, si ce n'est pas le premier principe, que la personnalité de l'associé est distincte de celle de l'entreprise. Voilà. Donc, l'identificateur des actifs te permet de différencier, de savoir qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui appartient à ton entreprise. Le 6e outil, ce sont des procédures. Et dans le procédure, une entreprise doit avoir des procédures qui couvrent 3 fonctions principales. Et ce sont des fonctions de toutes les entreprises. Que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les petites entreprises, chaque entreprise a 3 fonctions principales ou services. Les services de vente et marketing, les services des opérations et les services d'administration et finances. Les services de vente et marketing génèrent l'argent. Les services des opérations font l'argent, font le produit ou le service et satisfait le client. Les services d'administration et finances administrent ou gèrent cet argent. Alors, toutes les procédures d'une entreprise doivent couvrir ces 3 fonctions. Et le rôle maintenant de CEO dans une entreprise, c'est de pouvoir intégrer ces 3 fonctions. Et au-dessus de CEO, il peut y avoir un comité de direction ou un board ou conseil d'administration qui a pour rôle de préserver la vision de l'entreprise. Et enfin, pour finir, VIT-OS te permet, le 7e outil, c'est tu as déjà diagnostiqué ton entreprise, c'est la première chose. Tu sais déjà là où tu veux aller, c'est le clarificateur de vision. Tu sais ce qu'il te faut, ça c'est le budget en termes financiers. Tu sais le genre qu'il te faut, voilà, analyseur de personnes ou analyseur de l'équipe. Tu sais ce que tu as, ça sont tes actifs, tu as tout identifié. Tu sais la procédure ou la façon de faire. Et enfin, tu dois savoir qu'est-ce qui prouve que je suis en train d'atteindre mon objectif, que je suis en train de travailler tous les jours pour atteindre mon objectif. Alors, il y a ce qu'on appelle le moniteur des opérations. Et le moniteur des opérations, c'est juste un agenda qui te permet de bien organiser tes réunions. Chaque semaine, tu as une réunion standard, même principe, même façon de faire, chaque jour, même heure, même instant. Voilà. Même personne, même agenda, tu ne changes rien. Après ça, tu as des réunions mensuelles qui te permettent de pouvoir confronter tes réalisations et ton budget que tu avais défini avant. Après, tu as des réunions trimestrielles qui te permettent de revoir tes 90 jours. Parce que psychologiquement, il a été compris qu'après 90 jours, l'homme perd le focus. Il faut encore y travailler l'équipe, mettre les gens ensemble, dire voici ce que nous devons faire les 90 prochains jours. Enfin, tu as une réunion annuelle qui permet de rassembler toute ton équipe et de reconstituer ta vision pour l'année prochaine. Voilà, donc, avec ça, avec les VIT-OS, tu as une certaine façon de faire. Et c'est ce que je voulais. Tout celui qui va travailler avec nous, celui qui va travailler avec Ilalo, il a une certaine façon de faire. Donc, on appelle VIT-OS comme un système d'exploitation ou un système d'opération d'entreprise. C'est un système qui est homogène partout et tout le monde est en train de l'utiliser. Voilà. En tout cas, merci beaucoup sur ces masterclass rapides dans le NNP podcast. Alors, là, tu as vraiment démontré d'une manière brève comment les choses peuvent au minimum se passer. Exact. C'est quoi les erreurs que tu remarques chez les jeunes entrepreneurs dans leur façon de faire les choses? En tout cas, partout là où tu as eu à passer en RDC. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire. Il n'y a pas une seule façon de faire. Par exemple, si aujourd'hui, tu dis, je vais
j'ai besoin de $50 dans NNP, de NNP pour aller acheter, disons par exemple, le papier. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être certains vont dire, je vais aller voir le directeur ou je vais aller voir, on personnalise. Voilà. Demain, quand tu viens, c'est autre chose. Le lendemain, c'est autre chose. C'est pas comme ça qu'on bâtit une entreprise. Non. On doit avoir une certaine façon de faire. Et cette façon peut s'appeler NNP. La façon de faire de NNP. Voilà. Donc, ça fait en sorte que, parce qu'on n'a pas une certaine façon de faire, on ne bâtit pas sur la connaissance du passé. Aujourd'hui, tu as $50, tu l'utilises différemment de ce que tu as fait hier. Et tu es en train de changer tous les jours. Et là, les gens sont frustrés. Les gens qui travaillent pour toi. Parce qu'ils ne savent pas tu es en fait dans quoi. Parce que tu n'as pas une certaine façon de faire. Et j'ai réalisé que ceux qui ont avancé, même ici chez nous, ceux qui avancent, ceux qui font ici, chez nous, qui font en tout cas de bons chiffres, ils ont une certaine façon de faire. Ils ont une certaine façon de faire. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, la plupart des gens n'ont pas cette façon de faire. Toto, est-ce que tu penses que là, on sent qu'il y a une sorte de gap en termes de compétences. Est-ce que tu crois que le manque de formation est beaucoup plus visible que le manque de fonds? Parce qu'il y a eu quelques fonds injectés déjà. Exact. Je pense qu'il s'agit de deux. Et pour prendre le manque de formation, pour faire une bonne formation, il faut d'abord savoir qui font cette formation. Voilà. Ça veut dire quoi? Voilà. J'ai toujours dit, je vais créer mon incubateur. Voilà. Je vais créer mon incubateur. Je vais enseigner les gens. Par exemple, je vous enseigne à lever le fonds. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. À moins que je travaille, voilà, j'étudie, je passe beaucoup de mon temps en train de savoir il s'agit de quoi. Qu'est-ce qui s'est fait? Comment ça s'est fait? Voilà, comment ça s'est fait. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand tu veux faire ton entreprise, ta façon de faire commence par ta comptabilité. Parce que c'est la base. En fait, c'est le langage de l'entreprise. C'est la comptabilité. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas espérer aller à la banque qu'on te donne un crédit. Parce que tu n'en as pas. Je pense qu'il y a... on ne peut pas nier le fait que les gens ne sont pas suffisamment informés. Pour ne pas dire entraînés ou formés. Les gens ne sont pas informés. Voilà. Et parce que les gens ne sont pas informés, on ne sait pas comment les orienter pour être formés. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est philosophique. Oui, c'est voilà. C'est philosophique. C'est philosophique. Il faut savoir quelle question je vais poser. Voilà. Pendant que, lorsque tu veux réfléchir à la question à laquelle il faut poser, il faut d'abord savoir cette question. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois, je le partage ici dans NNP, qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois un innovateur? Il faut te poser des questions que les autres ne posent pas. Voilà. Il faut te dire, quelle est la question qui m'échappe maintenant? Et ça, lui, je te dis, c'est très, très difficile à réfléchir de cette façon. Très difficile. Quand tu viens dans une salle ou réunion familiale, pose-toi la question de savoir quelle est la question à laquelle on n'est pas en train de répondre maintenant. Parce que plus tu as ces questions-là, ou cette question-là, mieux tu vas réfléchir. Et nous, on ne nous apprend pas à poser des questions. Et lorsqu'on pose des questions, tout ce qu'on fait dans nos recherches, c'est basé sur les expériences des autres. Pour moi, mon système est basé sur mon expérience, ce que j'ai appris. Bien sûr, je lis d'autres éléments, mais c'est ce que moi j'ai appris. Parce que j'étais en train de dire aux gens,
Oh, j'ai trouvé 3 ou 4 entreprises. On me posait ces questions. Est-ce que je peux trouver ces gens? Oui. J'étais au niveau où je me disais, je connais très bien ces entreprises, mais je ne peux pas prouver. Je ne peux pas les prouver. Alors, il fallait avoir un système qui prouve que ça existe. Voilà. Donc, pour moi, mon encouragement, c'est ce que les gens puissent se poser des questions, de très bonnes questions. Oui, parce que quand on se pose des questions, on apprend. Voilà. Et on pousse le raisonnement, on a d'autres perspectives. On a d'autres perspectives. Voilà. Mais aussi, Boutoto, on n'a pas que le gap en termes de formation et des fonds. Nous avons un autre défi. Nous avons en face de nous des administrations un peu complexes. Exact. Et des fois pas stables, pas cohérentes et tout ça. Exact. Comment survivre ça? Ok. C'est très difficile. On ne peut pas nier la question environnement externe de l'entreprise. Voilà. Mais moi, j'ai toujours d'abord promis l'environnement interne avant de parler de l'environnement externe. Parce que si l'interne est bon, en fait, l'administration, c'est quoi? C'est la somme de petites administrations qu'on a. C'est la somme de petites administrations qu'on a. C'est la somme de comment est-ce qu'on gère sa famille. C'est la somme de comment est-ce qu'on gère son entreprise. Si à ce niveau-là, à ce niveau micro, on n'est pas des bons gestionnaires, on ne peut pas demander plus. Oui. On ne peut pas demander plus. Oui, ça voilà. Donc, c'est vraiment vrai. C'est ici où les gens se plaignent. Et en se plaignant, et même dans ce qu'ils font, ils ne le font pas bien. Faisons d'abord ce qu'on a, arrangeons d'abord notre maison. Avant d'aller dire que non, les autres ne sont pas en train de nous aider. Parce que, dans cet environnement, notre environnement tel qu'il est maintenant, il y a des gens qui font beaucoup d'argent. Oui. Et ces gens, pour la plupart, et malheureusement, ne sont pas des Congolais. Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on n'a pas compris? C'est l'organisation. À l'interne, oui. On est très bien organisé. Ah oui, mais tu vois, ça, c'est vraiment vrai. Parce que quand tu vois d'autres business, par exemple les Indiens et tout ça, exact. Ils ont leur propre administration qui marche bien. Ça marche tellement bien qu'ils sont à mesure de dealer avec l'administration extérieure qui ne marche pas suffisamment bien. Il faut trouver une façon de faire. Oui. Et répliquer cette façon de faire. Ça, c'est vrai. Quand les gens viennent ici, quand les Chinois ou les Indiens, je ne sais pas, ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils font? On va d'abord apprendre la façon de faire. C'est la façon de faire qui définit comment est-ce qu'on se comporte. L'administration, peu importe cette administration, lorsqu'on vient chez toi, pourquoi pensons-nous qu'on est en train de nous embrayer ou de ne pas nous permettre d'avancer? C'est parce qu'à l'interne, il y a des failles. C'est parce que ça ne va pas. Quand on te dit, je veux voir ta comptabilité, ça n'existe pas. Exact, ça n'existe pas. C'est ce qui crée des problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument ignorer la partie macro de notre... Non. C'est un environnement qui est là. On doit vivre avec. Oui. Il faut qu'on trouve des gens. On a créé un système qui marche. On l'applique. On multiplie. Voilà. En tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que tant qu'on ne sait pas... on ne sait pas s'organiser à petite échelle, c'est difficile d'exiger une organisation à grande échelle. Non, c'est difficile. C'est la somme de petites Économie est venue. L'économie signifie, au départ, c'était la science de gestion de la maison, de la famille, du ménage. À ce niveau-là, quand tu gères bien ce ménage, en tant que chef d'entreprise, tu gères bien ton entreprise. Lorsque les gens de l'extérieur, le monde extérieur, lorsque les gens vont venir, qu'est-ce qu'ils vont trouver? S'ils trouvent qu'il y a un groupe qui est solide,
et les gens savent ce qu'ils sont en train de faire et ils sont unis, personne ne va les diviser. Oui. C'est une expérience, comme je vous ai dit à un moment donné, je fais des études de l'économie et la sociologie. Donc, je passais la plupart de mon temps, lors de mon master, en train d'étudier qu'est-ce qui rend un groupe cohérent. Qu'est-ce qui change une situation? Qui change la situation? Il y a deux façons de changer, interne ou externe. Interne, les gens viennent, ils se disent, voici ce que nous allons faire, nous allons y aller. Voilà. Et à l'interne, trouver un changement, c'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que le système existant est favorable à ceux qui sont là. Pour changer ce système, il faut à l'interne soit un conflit interne, voilà, soit il faut un conflit interne où il faut qu'il y ait un externe qui vient. Et l'externe, lorsqu'il vient, celui qui vient de l'extérieur, lorsqu'il vient, les gens qui sont à l'interne n'aiment pas le changement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcer le changement. Et c'est la même chose, ça s'applique dans un ménage, ça s'applique dans une entreprise, ça s'applique dans un pays, sur une échelle continentale. C'est la même chose. Le système qui est là, il est avantageux à ceux qui sont là. C'est pourquoi ce système ne change pas. Pour changer ce système, il faut une force de l'extérieur. Et cette force externe doit venir du fait que les entrepreneurs ou les propriétaires d'entreprises sont très bien organisés. Commence par eux-mêmes s'organiser. Oui, parce que lorsque je suis bien organisé, toi tu es un agent qui vient, qui me dit « Oh non, tu as besoin de payer », je te dis « Voici ma compta ». Si tu veux amener chez un expert comptable, il va faire la même chose. Si l'expert comptable est aussi très bien organisé, personne ne va nous martyriser. Et j'ai compris que nous perdons beaucoup d'argent, peut-être dans les redressements et tout ça, parce que tout simplement, on n'a pas envie d'être correct dans ce que nous faisons. Des fois, on va dire, bon voilà, si tu es correct, tu vas payer beaucoup. Mais aussi, ça crée une sorte d'instabilité en soi. Ça crée beaucoup de frustration. Chaque fin du mois ou chaque fin de l'année, quand il faut calculer les taxes, quand il faut préparer tous ces éléments-là, ça nous fait travailler doublement parce qu'il faut préparer la comptabilité interne et la comptabilité externe. Non, on ne fait pas mieux pour les autres. On fait mieux pour soi. Voilà. On ne fait pas mieux pour les autres. On fait mieux pour soi. Et c'est là où peut-être je vais rejoindre le point de vue selon lequel on n'est pas en train aussi d'être... Le système externe aux entreprises, pour ne pas parler de l'environnement, n'est pas aussi encourageant. Parce que j'ai commencé à dire, allez, on vit au XXIe siècle. Pour payer nos taxes, au XXIe siècle, c'est très simple. Tu as une entreprise, tu es enregistré, tu as un identifiant. J'ai toujours dit, je suis contre notre système, là où on a identification nationale, numéro impôt, taxe, numéro CNSS, numéro... Pourquoi un seul identifiant pour une entreprise? On digitalise tout. 2 ans, 3 ans, CPI, c'est la merveille. Voilà. Alors, Butoto, est-ce qu'il y a ici... Tu as parlé de quelque chose, peut-être qu'on n'a pas eu à marteler. Les gens qui viennent de l'extérieur se font beaucoup d'argent ici que les gens qui sont là au Congo. Est-ce que tu penses qu'il y a les secteurs porteurs en RDC qui restent encore sous-exploités ou sous-estimés par nous-mêmes? Tout. Presque tout. Par exemple, l'agriculture en RDC. On prend l'exemple. Si on voit la contribution de l'agriculture dans le PIB, c'est-à-dire production du pays, richesse du pays, en tout cas, sur base de ma dernière information, ce n'est pas 1 milliard.
Ce n'est même pas 1 milliard de dollars. Pour le Kenya, c'est 7 milliards de dollars. L'agriculture. Voilà. Regardez la superficie du Kenya, regardez la superficie de la RDC. Le nombre de gens, c'est à peu près 60 millions de dollars, 60 millions de personnes. La RDC, c'est à peu près le double de ça. Voilà. Il s'agit de l'agriculture. On a combien de gens à nourrir? Juste en restant sur le point de l'agriculture. Au Congo, il faut servir au moins, au minimum, 300 millions de plats par jour. Au minimum. Si les gens doivent manger 3 fois par jour, le minimum doit être 300 millions de plats de nourriture par jour. C'est pas peu, ça? C'est payé. Je dis le minimum. Je dis le minimum parce qu'il y a aussi d'autres qui veulent manger 4 fois par jour. Mais là, c'est 3 fois. Le minimum. Les haricots, 300. Haricots et riz. Haricots et peut-être... Voilà. Nourriture de base. Nourriture de base. L'agriculture en RDC, on importe pour à peu près 3 milliards de dollars. Ces 3 milliards de dollars devraient rester dans le main des agriculteurs congolais. Devraient rester dans le main des agriculteurs congolais. Mais ça ne reste pas. Quand tu regardes par exemple le froid, un système qui peut faire la conservation de nourriture. Quand tu regardes le cacao, le café, juste l'agriculture, l'électricité, ça je n'en parle même pas. Oui. Parce que l'économie c'est simple. L'économie c'est l'énergie transformée. On a ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a des caméras, on a de... Quand tu regardes tout ce qui a fait ceci, c'est l'énergie. Oui. On a transformé les matières premières et pour transformer, il faut l'énergie. Il faut de l'énergie. Et au Congo, nous avons la possibilité, on peut avoir l'énergie la moins chère, presque la moins chère du monde. On ne parle même pas d'eau. En fait, presque tout. Presque tout. Alors, on est en train de peut-être aller vers la fin. On a parlé de la technologie, de la transformation et tout ça. Comment voyez-vous la place de l'innovation dans un secteur aussi dominé par l'informel? Parce que j'imagine que, en tout cas, beaucoup de choses sont presque informelles. Comment on arrive à innover avec ça? Ceux qui sont innovants aujourd'hui au Congo, ils ont commencé quelque part. Et c'était dans l'informel. Et j'ai toujours dit, c'est une façon de faire. Si on veut mettre fin à l'informalité aujourd'hui, si on a des gens qui sont très conscients, mettre fin à l'informalité, c'est une question d'années. C'est une question d'années. Je dis, un identifiant par entreprise. On va mettre fin à l'informalité. Oui. Enregistrement d'entreprise gratuit. On va mettre fin. L'innovation doit être contextuelle. Contextuelle. Et l'innovation doit permettre aux gens de résoudre le problème quotidien, le problème qu'ils ont. Et pour pouvoir aller loin en termes d'innovation, on en a parlé de Fab Lab, de fabrication des outils, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le faire? C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Moi, j'ai toujours l'innovation dans notre pays doit être une innovation qui commence par le ventre. Parce que si les gens mangent suffisamment, ils vont créer suffisamment. Voilà. Et ils seront en bonne santé. Et ils vont aller à l'école et ils vont produire. Mais quand tu dois venir de l'école et tu n'es pas et tu n'as pas mangé, tu ne peux pas réfléchir. Je vais peut-être choquer les gens. Ceux qui réfléchissent mieux, ce sont les gens qui sont partis au-delà des problèmes de nourriture. Donc, ceux qui réfléchissent bien sont ceux qui sont allés au-delà des problèmes de nourriture. Oui, au-delà des problèmes de nourriture parce qu'ils ont le temps. Imagine Ali qu'après NNP, si tu ne réfléchissais pas,
la partie nourriture. Si ce n'était pas un problème, tu vas passer ton temps en train de faire quoi? Ouais, il faut maragua à watoto. Exact. En plus, ces termes. C'est pourquoi la problématique de la nourriture dans notre pays, on doit prendre ça très, très au sérieux. Très au sérieux. Voilà. Alors Butoto, pour favoriser vraiment la réussite de petites et moyennes entreprises, s'il y a une seule réforme urgente vraiment à faire, ça serait quoi? Digitaliser. Digitaliser les pays. Ça va rendre la vie de gens simple et facile. Imaginez, Ali, imagine que CNNP devrait embaucher quelqu'un aujourd'hui. Je donne un exemple très simple. Tu veux embaucher Butoto Maindozi. Il y a une base de données, tu tapes mon nom. Tu es une entreprise, tu es identifié, tu as accès à cette base de données. Tu tapes mon nom, tu vois Butoto Maindozi. Tu vois toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été. Des recommandations qui ont été données par mes anciens employés. Tu vois mon identifiant. Tu me dis, je vais embaucher cette personne. Tu m'embauches. Chaque mois, on te rappelle, on te dit, Butoto Maindozi, si c'est ça le salaire que tu lui as donné, il va payer autant en termes de taxes. Tu peux payer automatiquement. Tu payes. C'est ça. Tu veux importer les histoires en RDC, dans notre pays. Tu dis, je vais importer, voici le récit. Tu prends la photo de ton récit, tu mets dans la base de données. Tu viens à la frontière, tu t'identifies, donnes ton identifiant. On te rappelle, on te dit, Ali, avec cette marchandise, c'est à $50. Tu n'as pas besoin de passer par-ci, par-là et tout. Non. Tu veux avoir une maison à louer ou tu veux acheter une maison, tu pars dans la base de données, tu identifies la maison te dit check, elle n'a pas de problème. Tu payes la maison, on te dit le prix de la maison, tu payes automatiquement tes impôts. Wow. Je crois qu'on a encore un sacré chemin à faire. Hein. Et ce n'est pas beaucoup, Ali. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Cette histoire peut se faire dans moins d'une année. Moins d'une année. Alors, peut-être, on sera en train de définir. Quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui en RDC? Avoir un système. Avoir un système qui te permet de faire. Quelle est ta façon de faire? Prends V2S, s'il y a d'autres systèmes qui existent. Et applique le système, applique-le dans ton entreprise. Et sois sur le terrain. Sois sur le terrain. Ne reste pas au bureau. Alors, quelqu'un qui se dit, bon voilà, moi j'ai une idée, comment je trouve un système. On est là. On est là, c'est qu'on veut que les gens puissent avancer. Nous voulons voir, ce pays ici, ce continent ici, il ne sera fait que par nous. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Et pour le faire, on ne peut pas exiger, on ne peut pas demander aux gens ce que nous-mêmes, on ne fait pas. On ne peut pas demander aux gens ce que nous-mêmes, on n'est pas. Des gens qui partent dans la rue, qui critiquent, pendant que quand tu pars chez eux, dans leur maison, dans leur entreprise, c'est... Non. C'est chaotique. Voilà. Donc, en tout cas... Voilà. Sois sur le terrain, voyez ce que les gens sont en train de faire. Ne te pose pas assez de questions. Fonce et fais-le. Peut-être une petite clarification sur ce que Butoto vient de dire. Trouver un système, c'est la meilleure façon de faire les choses. Exact. Même quand tu as une idée, trouver un système de faire valider ton idée. Exact. Tu as une idée de commencer quelque chose, comment tu te rassures que cette idée est bonne? Exact. Quel système? Voilà. Et partage cette idée aux autres. Voilà. Et des fois, on a peur de partager nos idées. Non, les idées... non, c'est ici. C'est ici. Allez, peut-être on va finir par là.
j'ai passé à peu près 3 mois. 3 mois dans une formation avec une entreprise sud-africaine. Dans ces 3 mois, je vis 200 pitchs. 3 mois, 200 pitchs. Et le 10 ou 15 ans, ici en RDC, je n'ai jamais vu 30. Ou je n'ai jamais vu 100. Mais là, dans 3 mois, je vis 200. Donc, ce sont des machines à idées. Non, j'ai toujours dit, les idées sont gratuites. Tout le monde a de belles idées. Les idées sont gratuites. On peut le partager. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'exécution. Comment est-ce que tu le fais? Et Ali, tu peux avoir une idée. J'ai la même idée. Et sur le terrain, très différent. Très différent. Voilà. Donc, les idées sont gratuites. On peut même écrire toutes nos idées. Je partage mes idées gratuitement. Mais la façon de faire, c'est ce qui distingue les gens et les entrepreneurs. C'est tout. Tout le monde connaît comment Facebook a commencé. Tout le monde a l'idée de Facebook. Je vais créer mon réseau social. Ce n'est pas ça le problème. Comment tu crées ça? Le problème, c'est exécuter. Fais-le. Voilà. Alors, pour finir, Butoto, comment tu vois l'avenir de l'entrepreneuriat congolais dans 5 ans? Je dis ce que le Lumumba a dit, que l'avenir est radieux. L'avenir est radieux. On est en train de changer. Tous les gens ne le voient pas, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Et ça sera une chance. Chance du destin, chance que le bon Dieu a donné à des gens qui sont nés dans ce pays. En tout cas, merci beaucoup à Butoto pour le temps que vous nous avez accordé à NNP Podcast. Je crois que notre communauté en ligne a trouvé suffisamment d'informations parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'information. Trouver la bonne information. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir la bonne information avec Butoto. Si vous avez besoin de connaître plus sur Butoto, allez sur LinkedIn, vous allez trouver Butoto Muinduzi, vous allez trouver Kilalo, et vous aurez plus d'informations. Vous pouvez entrer en contact avec lui directement, et il est super actif sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à faire cela. Nous, on travaille déjà avec Butoto pour essayer de mettre certaines idées au clair. Je vous recommande de faire la sorte. N'hésitez pas à vous faire aider quand les choses ne marchent pas. Donc, voilà, moi, je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter avec ce que Butoto a dit, c'est que ne pensez pas avoir un changement si, à la base, vous n'êtes pas envieux d'échanger. Si, à la base, vous n'avez pas ces mêmes changements que vous voulez voir sur le point vraiment à grande échelle. Si vous voulez un pays organisé, commencez par vous organiser à la base en tant que peuple, en tant que famille, en tant que jeune, en tant que personne. Voilà, moi je vous dis à la prochaine occasion avec un nouveau numéro du NNP Podcast, et n'hésitez pas à partager cet épisode avec vraiment la personne que vous pensez doit absolument voir ou écouter ce que Butoto a dit. Ne ratez pas, n'hésitez pas à les partager avec lui parce que ça serait vraiment une très grande contribution à sa croissance. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.